Bonjour à tous et toutes, vous nous entendez bien? Ceux qui ont leur micro activé, si vous pouvez couper, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on est là aujourd'hui pour une matinale RH sur l'annualisation du temps de travail et on va voir ensemble comment mettre en œuvre et suivre un cycle de travail annualisé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Blandine Gallio, je suis responsable du pôle expertise juridique et organisationnelle, médiation et concours, et je suis accompagnée ce matin de ma collègue Frédéric Dénier-Andrivé du service conseil statutaire que vous avez régulièrement au téléphone. Donc, on va repartir de quelques règles générales en matière d'organisation du temps de travail avant de rentrer dans la gestion de l'annualisation. Donc, petit rappel, l'article L611-2 du Code général de la fonction publique nous dit que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents sont fixées par les collectivités ou établissements dans les limites applicables aux agents de l'État et en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités. Un cycle de travail, c'est le cadre au sein duquel la durée de travail des agents est calculée de telle sorte à ce qu'ils réalisent 1607 heures par an et l'employeur ne peut pas, quand il définit ce temps de travail, déroger à des garanties minimales qu'on va voir un peu plus tard. Donc, un cycle de travail, c'est une période de référence dans laquelle est organisé le temps de travail des agents. Et cette période de référence, elle peut être hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, donc revenir toutes les 2, 3, 4 semaines, ou annuelle. On a ce qu'on appelle des suggestions particulières qui peuvent être arrêtées par délibération après avis du CST, qui peuvent permettre de venir réduire la durée de l'obligation annuelle de service. Donc, concrètement, que certains agents soient amenés à faire moins de 1607 heures par an. Et ça peut être le cas, par exemple, lorsque vous avez des agents qui sont amenés de manière régulière à travailler de nuit, notamment dans les EHPAD, ou à travailler ce qu'on appelle en coupé, donc c'est-à-dire de manière fractionnée au cours de la journée, comme c'est le cas par exemple sur de l'accueil périscolaire ou extrascolaire, ou par exemple travailler de manière régulière le week-end sur un service d'aide à domicile, par exemple. Donc ces différentes suggestions-là, lorsqu'elles sont prises en compte, vont permettre de faire travailler les agents moins de 1607 heures par an. Et on reviendra plus tard sur d'où vient ce 1607 heures. Les cycles de travail sont déterminés généralement par service et parfois, lorsque c'est nécessaire, au sein d'un service, on va avoir des cycles de travail différents par nature de fonction. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes sur un service de maintien à domicile. Les contraintes de travail du responsable administratif ne sont pas les mêmes que des agents d'intervention. Donc, au sein du service maintien à domicile, on peut avoir des cycles de travail différents en fonction des différents métiers. Ces cycles de travail sont définis par délibération de la collectivité et cette délibération, elle est prise après avis du comité social territorial. La délibération, elle va venir déterminer la durée des cycles, donc notre principe de récurrence, hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, mensuel, annuel, mais également des bornes quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les modalités de repos ou de pause. Donc, définir un cycle de travail, ce n'est pas uniquement dire mon agent, enfin, le service ou tel métier travaille 35 heures par semaine ou travaille 1607 heures par an, c'est aussi venir définir des bornes à la fois journalières et hebdomadaires qui devront être respectées par les plannings des agents. Donc, la délibération, elle vient définir ce cadre et l'autorité territoriale lui, établit des plannings dans le respect de ses cycles de travail. Et une fois le planning établi,
on doit assurer un suivi du temps de travail effectif des agents. Donc là, on vous pose un cadre assez général sur lequel on va avoir l'occasion de revenir par la suite avec des exemples. Petit rappel également sur ce qu'est la notion de temps de travail effectif. Un temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel vos agents sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ces directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. On va prendre l'exemple de la pause méridienne. Si durant la pause méridienne, l'agent peut quitter les locaux et faire ce qu'il veut et ne plus être en responsabilité, par exemple, de la surveillance des enfants, le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif. À l'inverse, si l'agent reste dans les locaux et assure pendant qu'il prend son repas la surveillance des enfants, là, le temps de pause est un temps de travail effectif. Donc, bien toujours vous poser la question de qu'est-ce que mon agent peut ou non faire durant ce temps de pause. À partir du moment où il peut faire ce qu'il veut sans être mobilisé par son employeur, ce n'est pas du temps de travail effectif. On l'évoquait tout à l'heure, en matière de temps de travail, lorsqu'on élabore le planning des agents, on doit respecter des garanties. Ces garanties sont prévues de manière similaire avec la fonction publique d'État par l'article 3 du décret 2815 du 25 août 2000 et elles concernent différentes temporalités. Donc, tout d'abord, la durée hebdomadaire de travail d'un agent ne peut pas dépasser 48 heures par semaine et 44 heures de moyenne sur une période de 12 semaines. Donc, un agent ne peut pas être amené à travailler plus de 48 heures et ne doit pas, sur un roulement de 12 semaines, dépasser 44 heures de moyenne. Tout agent a le droit à un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. Pas nécessairement le dimanche, puisqu'il y a des agents qui travaillent le dimanche. Donc, 35 heures continues minimum par semaine de repos. Une durée de travail journalière qui ne peut pas dépasser 10 heures sur une amplitude horaire de 12. Un repos quotidien qui ne doit pas être inférieur à 11 heures. Et enfin, toutes les 6 heures de travail, à minima, un temps de pause de 20 minutes. Temps de pause qui peut correspondre dans certaines situations au temps de pause méridien. Donc, une petite diapo pour vous représenter en fait la manière dont vous devez conduire votre réflexion. Avant de définir les cycles de travail qui vont s'appliquer dans votre collectivité, vous êtes amené à vous interroger sur comment sont organisés mes services, donc quels sont les services que j'ai, au sein de ces services, quelles sont les natures de fonctions pour voir si vous pouvez définir un cycle unique pour le service ou si vous êtes obligé d'aller dans un détail plus précis parce que vous avez des métiers avec des contraintes différentes. Vous allez également identifier les contraintes qui s'appliquent à vos différents services. Est-ce que j'ai des variations d'activité au cours de l'année? Est-ce que j'ai une saisonnalité d'activité? Quelles sont les suggestions qui s'appliquent à mes agents? Est-ce que mes agents sont amenés à travailler de manière régulière le week-end? Est-ce qu'ils sont amenés de manière régulière à travailler la nuit? Est-ce qu'ils ont des amplitudes journalières conséquentes avec un fractionnement de leur activité? Donc, toutes ces suggestions qui pourraient amener à un moment donné à ce qu'on leur demande de faire moins de 1607 heures par an. Et pour que cette réflexion sur l'organisation, elle soit le plus exhaustive possible et au plus près des contraintes métiers, il est intéressant de la mener avec les agents, une partie des agents concernés et les responsables de service pour être sûr de ne pas oublier de prendre en compte des éléments organisationnels. Une fois cette réflexion conduite, vous allez devoir saisir pour avis le comité social territorial pour pouvoir présenter votre délibération. Votre délibération, elle va donc définir des cycles de travail par service ou par nature de fonction.
Pour chacun de ces cycles, elle va définir la durée ainsi que nos bornes quotidiennes et hebdomadaires et éventuellement préciser les services pour lesquels donc, il y a des suggestions particulières qui justifient de prévoir une obligation annuelle de service dérogatoire inférieure à 1607 heures. Cette délibération, elle va servir de cadre à l'élaboration des plannings individuels des agents dans le respect des cycles qui ont été définis. Et le planning, une fois établi, doit faire l'objet d'un suivi tout au long de sa mise en œuvre. Donc, faire le planning, c'est une chose, mais il faut ensuite s'assurer que ce planning il est bien respecté au cours de l'année et prendre en compte lorsqu'il y a des évolutions. Je vous propose que les questions, on les traite à la fin de la présentation. On reviendra sur l'ensemble des questions. On est là aujourd'hui plus spécifiquement pour parler de cycle de travail annualisé. C'est pour ça qu'il me semblait important de vous faire d'abord en préambule quand même un petit rappel sur comment on fixe le temps de travail de nos agents. Donc, on parle de cycle de travail annualisé ou d'annualisation lorsqu'on répartit la charge de travail d'un agent sur une année. Annualiser le temps de travail, ça va permettre d'adapter le temps de travail de l'agent aux besoins du service en fonction de la variabilité du besoin. Notamment, on va avoir des sujets sur des activités qui vont présenter un caractère saisonnier ou un caractère irrégulier au cours de l'année. Donc, de manière assez schématique, un cycle de travail annualisé, il va comporter des périodes de forte activité, des périodes d'activité plus faibles, voire même dans certains cas, des périodes d'inactivité qui ne sont pas pour autant des périodes de congé annuel. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, les avantages de l'annualisation, c'est quoi? C'est pour l'employeur de pouvoir gérer le temps de travail en ayant moins d'heures complémentaires supplémentaires et de maîtriser ses coûts parce qu'il répartit sur l'année l'activité. Et pour l'agent, ça lui garantit à lui d'avoir une rémunération lissée toute l'année. Quel que soit son temps de travail, il a tous les mois la même rémunération. Annualiser le temps de travail nécessite bien entendu un suivi précis et rigoureux. Et ce qu'il est important de garder en tête, c'est que l'annualisation n'est pas en tant que telle encadrée par les textes, c'est un cycle de travail comme les autres. Qui peut être concerné par l'annualisation? Alors, on vous a mis quelques exemples, mais par exemple, tous les agents qui sont amenés à travailler en fonction du calendrier scolaire, donc que ce soit les ATSEM, mais également les agents qui assurent la restauration ou l'animation périscolaire ou extrascolaire, peuvent être concernés par l'annualisation. Vous pouvez avoir éventuellement aussi des agents techniques, puisque les besoins du service peuvent différer entre une période hivernale et une période estivale pendant laquelle vous allez avoir, par exemple, beaucoup plus de manifestations, beaucoup plus de tontes. Également, le personnel soignant aussi peut avoir un cycle de travail annualisé parce que le roulement va varier au cours de l'année. En complément, on a des agents qui, à contrario, ne peuvent pas faire l'objet d'une annualisation. Et ça concerne spécifiquement les cadres d'emploi de l'enseignement artistique. Donc, que ce soit les professeurs ou les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ces deux cadres d'emploi sont exclus de l'annualisation. Donc, on ne peut pas annualiser le temps de travail des enseignants artistiques. On a une jurisprudence récente d'un tribunal administratif qui vous est reprise là et qui est venue préciser que ces agents-là ne peuvent pas, donc, sur les périodes où les écoles de musique ne sont pas en activité, être mobilisés pour intervenir au sein d'un centre de loisirs, parce qu'un centre de loisirs n'est pas un établissement d'enseignement musical. Donc, traduit autrement, ça veut dire que si vous souhaitez faire travailler vos enseignants artistiques
en dehors des périodes de cours, vous devez les faire intervenir que dans le cadre d'activités qui sont portées au titre de l'établissement d'enseignement artistique, donc au titre d'activités portées par l'école de musique. Par exemple, vous pouvez organiser des stages sur les vacances scolaires. L'école de musique peut organiser des stages. Vous pouvez mobiliser vos enseignants. Par contre, à l'inverse, vous ne pouvez pas leur demander d'aller intervenir, donc, comme dans la jurisprudence citée, au sein d'un centre de loisirs ou, par exemple, je ne sais pas moi, au sein d'une résidence senior durant les périodes de fermeture de l'école de musique. L'annualisation peut concerner l'ensemble des agents, quelle que soit la nature de l'emploi, donc qu'ils occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet. Pour rappel, il ne faut pas confondre emploi à temps non complet et exercice des fonctions à temps partiel. Un emploi à temps non complet, c'est un emploi permanent ou non permanent dont la durée de service a été fixée par l'Assemblée délibérante au prorata d'un temps complet, donc un emploi à X 35e, parce que le besoin de la collectivité ne correspondait pas à un emploi à temps complet. Mais on parle bien de la quotité de travail de l'emploi telle qu'elle a été fixée par la délibération. Le temps partiel, c'est une modalité d'exercice des fonctions choisie par l'agent. Donc l'agent occupe à la base un emploi à temps complet et à temps non complet, et il vient solliciter l'octroi d'un temps partiel de droit ou sur autorisation pour exercer ses fonctions. Donc c'est une modalité individuelle d'exercice des fonctions choisie par l'agent. Il faut bien faire attention de ne pas confondre les deux notions. L'obligation annuelle de service, elle est par défaut de 1607 heures, et au moment où il a été demandé, suite à l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique en 2019, aux collectivités de rétablir les 1607 heures pour l'ensemble des agents, il y avait eu pas mal de saisines du Conseil constitutionnel pour juger de la constitutionnalité de cette obligation. Et le Conseil constitutionnel est venu dire que ce n'était pas contraire à la Constitution, et notamment que ce n'était pas contraire au principe de libre administration d'imposer aux collectivités de respecter ce principe de 1607 heures. Alors, 1607 heures, sauf dérogation éventuelle qu'on a vue, liée à des suggestions particulières. Mais le principe, c'est bien que les agents publics doivent réaliser 1607 heures. Ces 1607 heures viennent d'un calcul qui vous est réexposé ici. Donc, on part d'une année de travail qui comporte 365 jours. On vient déduire de ces 365 jours 127 jours non travaillés, 137 jours non travaillés, qui correspondent à 104 jours de repos, donc qui sont schématiquement les week-ends, donc 2 fois 52 semaines de week-end, un forfait de 8 jours fériés, donc c'est une appréciation forfaitaire, ça reste un calcul théorique, et 25 jours de congé annuel. Donc, on a une année au départ qui comporte 365 jours, on déduit 137 jours non travaillés, on arrive à un potentiel de travail de 228 jours, multiplié par 7 heures de travail quotidien, ça faisait 1596 heures travaillées, qui avaient été arrondies à 1607 heures. À 1600. C'est 1600 heures. On est venu ajouter la journée de solidarité, donc 1607 heures de travail effectif à réaliser dans l'année. La journée de solidarité est inclue dans les 1607 heures. Donc, les agents annualisés, quand vous faites des plannings sur la base de 1607 heures, vous englobez déjà la réalisation de la journée de solidarité dedans. Il ne faut pas leur demander de la faire en plus. Ce calcul, c'est un calcul théorique et forfaitaire et qui est basé sur 25 jours de congé annuel. Donc, pour vos agents
qui peuvent prétendre au bénéfice des congés de fractionnement, ils viennent bien en déduction de 1607 heures. Les congés de fractionnement ne sont pas inclus dans le calcul à la base et donc ils viennent bien diminuer le temps de travail effectif que vous devez demander à vos agents de réaliser. Pareil, on vous donnera un exemple pour bien vous illustrer cette donnée-là. Donc, si on prend un agent qui peut bénéficier des jours de fractionnement, on va venir déduire des 1607 heures, soit 7 heures, soit 14 heures, en fonction du nombre de jours de fractionnement auquel votre agent peut prétendre. Donc, lorsque vous calculez vos obligations annuelles de service, posez-vous bien la question de à quel moment l'agent va prendre ses congés et est-ce qu'il peut ou non prétendre, du coup, au bénéfice de 1 ou 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement. On va voir maintenant, du coup, comment on calcule le temps de travail effectif de nos agents dans le cadre de l'annualisation. Donc, un agent, quand il occupe un emploi à temps non complet, on calcule son obligation annuelle de service au prorata de sa quantité de travail par rapport à 1607 heures. Donc, dans l'exemple, vous avez un agent qui occupe un emploi à temps non complet 23/35e. Pour calculer son obligation de service, on prend 1607 heures, donc l'obligation de service d'un agent à temps complet, et on calcule le prorata de 23/35e. Donc, on est à 1056 heures d'obligation annuelle de service pour un agent qui occupe un emploi à temps non complet 23/35e. Donc là, notre agent, il exerçait sur l'année entière. Lorsque l'agent, il exerce que sur une partie de l'année, on va calculer son obligation de service au prorata de son temps de présence dans l'année. Dans l'exemple, on a un agent qui occupe un emploi à temps complet, mais qui, lui, ne va être présent que 6 mois dans l'année. On part toujours de notre obligation de service à 1607 heures et on calcule notre prorata. Donc, il est présent 6 mois dans l'année, donc il est présent 6/12e de l'année et il doit réaliser 803 heures 50 de travail effectif. On peut avoir ensuite un agent qui va être présent une partie de l'année et en exerçant en plus sur un emploi à temps non complet. Donc, on part du calcul du temps de travail effectif sur une année entière, donc 1607 heures fois 23/35e, comme dans le premier exemple. S'il était présent sur une année entière, il devrait faire 1056 heures. Dans l'exemple, notre agent n'est présent que 10 mois dans l'année. Eh ben, on repart de 1056 heures et on calcule le prorata sur les 10 mois de présence. Donc, 1056 fois 10/12e, l'agent devra réaliser 880 heures de travail effectif. Avant de passer à celui-là, je vous propose qu'on prenne votre première partie de questions. Alors, première question. Le temps de travail effectif doit être pour un temps plein 1607 heures. Tu viens de répondre. Je sais pas si tu vas apporter des précisions. Oui, donc temps plein, c'est bien 1607 heures, sauf suggestion particulière actée par délibération de votre collectivité. Si les agents techniques veulent faire des horaires d'été durant juillet-août, faut-il saisir le comité social territorial? Alors, la question des horaires d'été des adjoints techniques, à partir du moment où vos horaires de travail vont changer au cours de l'année, ça veut dire que vous êtes dans une logique de cycle de travail annualisé. Donc, la variation des horaires, si elle est saisonnière, théoriquement, vous avez un cycle de travail différent. Pour savoir s'il faut saisir le CST, en fait, il faut regarder au départ quel cycle de travail a été défini pour vos services techniques
Et vous pourriez avoir un cycle hebdomadaire qui a été défini, mais avec une amplitude horaire quotidienne qui vous permet de faire varier vos plannings entre l'été et l'hiver. Je vous prends un exemple. Vous avez mis en place pour vos services techniques un cycle de travail hebdomadaire à 35 heures avec une borne quotidienne qui va de 6 heures le matin à 20 heures le soir. Vous pouvez avoir du coup des plannings qui vont varier dans cette amplitude horaire de 6 heures à 20 heures sans avoir à ressaisir le CST parce que votre délibération au départ vous a bien permis d'avoir cette amplitude-là. À l'inverse, si votre délibération ne prévoyait que des bornes quotidiennes qui vont de 8 heures à 18 heures, vos agents ne peuvent pas avoir des plannings qui débutent avant 8 heures, sans nouvelle délibération et donc sans nouvel avis du CST. Donc la question de la saisine du CST se pose en fonction de ce que prévoit votre délibération. Vous êtes donc fortement invité à vous laisser des marges de manœuvre quand vous délibérez. Quand vous délibérez, prévoyez des bornes horaires quotidiennes, voire hebdomadaires, qui vous laissent de la souplesse pour tenir compte de vos variations d'activité. Question qui rejoint un peu ça, c'est est-ce que l'annualisation fait obligatoirement l'objet d'une saisine du CST? Alors, la mise en place de cycles de travail tout court doit nécessairement faire l'obligation de saisir le CST. Donc, ce n'est pas tant l'annualisation, c'est la définition de vos cycles de travail qui doit faire l'objet d'une saisine du CST. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas de délibération cadre sur l'organisation du temps de travail, que ce soit annualisation ou pas annualisation. Or, c'est une délibération qui devrait être prise par toutes les collectivités. Ce qui veut dire qu'une collectivité qui n'a que des cycles de travail hebdomadaires, même à 35 heures, sans possibilité de RTT ou autre, aurait dû quand même, à un moment donné, délibérer pour dire, ben voilà, le cycle de travail de l'ensemble des services de ma collectivité, c'est 35 heures du lundi au vendredi, avec une borne quotidienne qui va de 8 heures à 19 heures. Même quand vous avez qu'un cycle unique qui s'applique à l'ensemble de vos agents et il doit être fixé par délibération. C'est tout bon. Donc, on va rentrer maintenant dans des exemples de calcul de cycle de travail. Alors, on a choisi de vous faire des exemples qui concernent des ATSEM parce que c'est la situation qu'on rencontre le plus souvent lorsque vous nous interrogez. Donc, dans notre situation, nous avons une ATSEM, ça pourrait être un ATSEM, qui exerce 9 heures par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire, et qui assure en complément des missions d'entretien du matériel et des locaux scolaires durant une partie des vacances scolaires. Donc, on va estimer l'obligation annuelle de service dont on va avoir besoin. Pour faire cette estimation, on vous propose de partir sur une base de 35 semaines. Alors, le calendrier scolaire comporte 36 semaines, mais il comporte souvent, à minima, 4 jours fériés, les lundis de Pentecôte et les lundis de Pâques, plus l'Ascension, où les écoles font souvent le pont. Donc, on part de nos 9 heures par jour, fois 4 jours, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, qu'on multiplie par 35 semaines d'école. On arrive à 1260 heures de travail en période scolaire, auquel on est venu ajouter un besoin d'entretien des locaux. Donc, pour l'exemple, on a estimé ce besoin à 63 heures. De mémoire, on a pris 9 journées de 7 heures d'entretien. Mais ça, c'est à vous de définir en fonction de comment vous fonctionnez sur l'entretien des locaux, à quel moment interviennent les ATSEM. Donc, ça nous donne un temps de travail effectif à réaliser sur l'année de 1323 heures. Pour savoir quel emploi créer, vous avez donc l'application des calculs qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc,
j'ai 1323 heures de travail fois 35 divisé par 1607, ça me donne 28,81 heures. Donc, converti, elle n'a pas été corrigée. C'est 28 heures et 48 minutes. Voilà. Donc, vous avez 3 possibilités. Soit vous collez au plus strict de ce calcul et vous créez un emploi à temps non complet, 28,81 35e. Soit vous vous situez un petit peu en dessous de ce besoin effectif et vous créez un emploi avec une quantité de travail arrondie à 28,5 35e, ce qui vous donne une obligation de service de 1308 heures et 30 minutes. Et du coup, vous savez que le delta entre 1308 heures 30 minutes et 1323 heures, eh ben, il nécessitera de payer à votre agent des heures complémentaires. Soit vous vous situez un peu au-dessus de votre besoin, vous créez un poste à 29 heures, soit 1331 heures et 24 minutes d'obligation de service. Et vous savez que vous avez la possibilité de mobiliser votre ALTSEM pour le delta, soit 8 heures et 24 minutes par rapport à votre besoin théorique. Je vous montre un petit outil pour convertir les centièmes en minutes. Quand vous faites vos calculs, vous avez des résultats en centièmes d'heure. Donc cet outil vous permet de faire les conversions automatiquement en minutes. On reprend notre exemple et on va partir du principe que notre ATSEM, en fait, la manière dont elle prend ses congés dans l'année va lui permettre de bénéficier de 2 jours de congés annuels au titre du fractionnement. Donc, j'ai toujours le même besoin de service. Mon ATSEM travaille toujours 9 heures par jour, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période scolaire. Elle assure toujours des missions d'entretien du matériel et des locaux durant les vacances scolaires. J'ai conservé la même base pour le calcul, donc mes 35 semaines scolaires auxquelles j'ajoute mes 63 heures d'entretien des locaux. J'ai toujours un besoin de 1323 heures de temps de travail effectif. Par contre, mon calcul, je ne le fais plus sur 1607 heures, je viens le faire sur 1593. Donc 1607 heures moins 2 fois 7 heures de travail effectif en moins au titre des 2 jours de fractionnement auxquels peut prétendre mon agent. Et donc, je ne suis plus sur 28,81 comme tout à l'heure, mais sur 29,07, soit un poste à 29,07. Et on vous a remis, comme tout à l'heure, les 2 scénarios. Soit je crée un poste arrondi un peu en dessous à 29 heures, soit je le crée un peu au-dessus à 29,5 avec le même delta. Voilà, donc vous savez que votre besoin il est de 1323 heures et après vous ajustez, soit vous créez le poste à 29,07, soit vous l'ajustez sur une quantité de travail arrondie et vous suivez bien entendu la réalisation du temps de travail de votre agent en conséquence. Mon cycle de travail, c'est donc mon cadre théorique au sein duquel je vais venir établir le planning de mon agent. Quand je fais le planning de mon ATSEM, je vais avoir des périodes différentes. Je vais avoir un planning qui va correspondre à sa charge d'activité sur les périodes scolaires lorsqu'elle est en présence des enfants auprès de l'ATSEM et éventuellement sur le temps de restauration ou le temps périscolaire. Je vais avoir un temps de travail sur les périodes de vacances scolaires, lorsqu'elle intervient sur des tâches d'entretien. Et je vais aussi peut-être avoir parfois des périodes un peu plus denses pour préparer la rentrée. Ces périodes-là ont des rythmes de travail qui peuvent être différents. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, mon ATSEM travaille toujours 9 heures par jour sur les temps scolaires. Donc, elle fait 9 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, elle ne travaille pas, donc je n'ai pas de temps de travail sur son planning.
pendant les vacances scolaires, elle travaille que le vendredi qui précède la rentrée. Donc là, on vous a mis un exemple avec le mois d'avril. Les 2 premières semaines étaient des semaines scolaires. Le lundi était férié, l'agent ne travaillait pas. Donc vous avez bien 9 heures de prévu le mardi, le jeudi et le vendredi la première semaine. Vous avez bien 9 heures de prévu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi la deuxième semaine. Ensuite arrivent les vacances de printemps. L'agent est en congé annuel et les congés sont bien identifiés sur son planning. On sait la première semaine, l'agent est en congé. La deuxième semaine, l'agent n'est plus en congé annuel, mais en période d'inactivité et doit travailler 9 heures le vendredi pour la remise en état des locaux avant la rentrée. Donc sur ce planning, vous avez à gauche la colonne heures prévues. Ça, c'était l'organisation du temps de travail de mon agent telle qu'elle a été pensée en début d'année lorsqu'on a préparé la période scolaire. Et puis, il s'avère que au cours des vacances scolaires, vous avez eu un besoin particulier et vous avez un accueil extrascolaire. Il vous manquait un agent le jeudi de la seconde semaine des vacances. Votre ATSEM n'était pas en congé annuel, mais en période d'inactivité. Vous l'avez recontactée pour qu'elle puisse intervenir sur l'accueil périscolaire auprès des petits. Et donc, vous lui avez demandé de venir travailler le jeudi, alors qu'elle ne devait pas travailler. La deuxième colonne que vous avez à l'écran, qui s'appelle heures réelles, vous suivez son temps de travail et vous constatez du coup qu'elle a réalisé 8 heures en plus. Ces 8 heures, soit vous les traitez au mois, le mois, et vous lui indemnisez en heures complémentaires, soit vous faites votre solde en fin d'année en fonction d'autres variations d'activité que vous auriez pu avoir. Si vous avez créé, par exemple, un poste avec une quantité de travail un peu supérieure à votre besoin, les 8 heures, elles sont peut-être absorbées par la petite marge que vous aviez par rapport à la planification au départ. Alors là, on vous a expliqué pas mal de choses, mais en fait, vous avez à disposition sur notre site internet, vous avez à disposition un outil qui vous permet de faire les calculs sur les éléments. Donc, quand vous allez sur notre site internet, vous allez dans le menu Appui conseil, conseil statutaire. Vous descendez dans la partie ressources documentaires et sur le thème annualisation du temps de travail, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez en même temps. Vous allez sur annualisation, calcul et calendrier de suivi 2024-2025. Et vous regardez l'onglet 2024. Le 2025 n'est pas encore prêt. Et on va vous montrer en fait comment fonctionne cette outil. Donc, on a fait un exemple pour vous permettre de. Donc en fait, cet outil va vous permettre à la fois de réaliser tous vos calculs de temps de travail qu'on vous a expliqué tout à l'heure, que vous puissiez comprendre comment ils fonctionnent, mais vous pouvez les réaliser à partir de cet outil. Et l'outil fonctionne de 2 manières différentes. Soit vous connaissez déjà la quantité de travail de votre poste parce qu'il a été créé par délibération, et la partie gauche de l'outil vous permet de déterminer l'obligation de service que doit faire l'agent. Donc, vous saisissez dans la case rose la quantité de travail de votre emploi et ça va vous calculer en dessous la durée de travail effective que l'agent doit réaliser. Soit donc en rose sur une année complète, en violet au prorata de l'année civile. Si votre obligation annuelle de service est de 1607 heures, vous n'avez pas de données à ajouter. Si jamais vous avez délibéré pour prévoir que
l'agent annualisé dont vous voulez vérifier le temps de travail a une obligation de service inférieure à 1607, vous avez en haut à droite une case dans laquelle il va falloir aller saisir l'obligation de service à prendre en compte pour faire vos calculs. Donc, vous la saisissez dans cette case-là et la feuille de calcul fonctionnera sur la base de la donnée que vous aurez saisie. Donc, dans l'exemple qu'on va vous présenter, on a repris la situation de notre ATSEM de tout à l'heure qui peut prétendre aux 2 jours de fractionnement et qui donc a une obligation annuelle de service qui n'est pas de 1607 heures, mais qui est de 1593 heures. Donc, on a été alimenté l'outil d'une obligation annuelle de service de 1593 heures. Vous avez 2 possibilités ensuite. Soit vous cherchez à connaître la quantité de travail de votre agent et vous allez partir vraiment du planning réel supposé de l'agent. Je peux descendre ? Et donc, vous avez là le calcul sur une année civile. Donc, vous allez remplir ce planning dans la colonne à chaque fois de gauche, heure prévue, mois par mois. Et vous allez mettre, voilà, mon ATSEM travaille 9 heures le lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires. Vous allez positionner vos besoins en termes de ménage que vous avez identifiés. Et sur la base de ce que vous avez mis dans les colonnes heures prévues, la feuille de calcul va venir vous dire le poste qu'il convient de créer. Et donc, dans l'exemple, on arrivait à 1314. Voilà. Dans l'exemple, donc c'est la partie, quand vous êtes sur la droite du tableau, c'est la partie gauche de calcul. Je pars de ce que j'ai saisi dans mon planning. Dans le planning, vous avez 1314 heures de prévu. Et ça vous donne un poste à créer à 28,87/35e. Donc ça, c'est une possibilité. Vous partez du planning et ça vous détermine la quantité de travail. La deuxième possibilité, et c'est la partie du coup droite, donc la cellule que vous avez en jaune, vous avez fait, comme on a fait tout à l'heure, une modélisation théorique de votre ATSEM. Elle travaille 9 heures par jour, 4 jours par semaine, 35 semaines dans l'année, et elle doit faire 63 heures de ménage. Vous avez calculé un besoin théorique à 1323 heures, et ça va vous donner du coup un temps de travail à créer un temps de travail d'emploi à créer de 29,07. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre option en fonction de votre besoin. La cellule qui est en dessous, qui s'appelle heures réalisées, fonctionne avec la colonne de droite de chaque mois, que vous pouvez venir, et que vous devez d'ailleurs venir alimenter lorsque vous faites votre suivi de temps de travail. Donc là, dans l'exemple qui vous est présenté, l'agent a bien fait tous les mois le temps de travail qui était prévu. Vous voyez que le planning identifie bien les périodes où l'agent est en congé annuel, des périodes d'inactivité où l'agent n'a pas de temps de travail affecté, mais n'est pas pour autant en congé annuel, et également les 2 jours de fractionnement dont elle a pu bénéficier, qui sont placés fin décembre 2024. Donc là, vous avez bien représenté les différentes modalités d'organisation du temps de travail de l'agent. Imaginons, on reprend notre exemple de tout à l'heure, notre ATSEM, elle a été mobilisée sur la première semaine des vacances d'avril. Et du coup, on lui a demandé de faire, allez, on va dire 8 heures le lundi et 8 heures le mardi. Hop. La feuille de calcul se met à jour et quand vous remontez dans le tableau, votre temps de travail réalisé, il s'est mis à jour. On était à 1314, on a rajouté 16 heures de travail. Notre agent a bien fait 1330 heures réalisées. On a dépassé son temps de travail annuel qui était à 1323. Vous savez que vous avez 7 heures dont il faudra vous poser la question de qu'est-ce que vous en faites.
Donc, soit vous êtes en fin d'année et vous indemnisez ces heures au titre des heures complémentaires, soit vous êtes en cours d'année et vous pouvez du coup ajuster en vous organisant par exemple pour qu'elle n'intervienne pas sur une journée de ménage ou qu'elle ne soit pas présente éventuellement auprès de l'enseignante une journée. Mais ça vous permet de suivre en fait la réalité du temps de travail de vos agents. Donc cet outil, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On vous le met à jour tous les ans en fonction du calendrier de l'année en cours. Donc là, vous n'avez pas encore accès à l'onglet 2025, mais vous l'aurez dans les jours à venir. On vous incite fortement à raisonner en année civile et non pas en année scolaire. Voilà, quitte à faire de vos calculs au prorata de l'année, et l'outil vous le permet aussi quand vous êtes sur la partie droite, la partie d'en dessous, vous avez exactement les mêmes modalités de calcul au prorata de l'année. Donc, si vous avez des ATSEM que vous recrutez éventuellement en septembre 2024, eh ben, vous pouvez tout à fait fonctionner avec septembre 24 2024 et repartir en janvier 25 sur une année civile classique. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Du coup, les questions. Au support, on se répond après une question des bienvenus. Maintenant, se pose la question de et qu'est-ce qui se passe quand mon planning il n'est pas respecté, quand mon planning initial il n'est pas respecté. Donc, on a déjà vu qu'en fonction du temps de travail de l'emploi que vous aviez prévu au départ, vous allez peut-être avoir des heures à gérer en heures complémentaires ou éventuellement un petit reliquat d'heures qu'il vous appartiendra de mobiliser dans l'année en fonction de vos besoins. Peut se poser également la question de et qu'est-ce qui se passe quand mon agent il va être absent, notamment pour des questions d'absence pour raison familiale ou pour raison de santé. La règle va être différente en fonction du moment où intervient cette absence. On vous incite très fortement à identifier des périodes de congé annuel de l'agent dès le début de l'année. Dans tous les cas, vous savez que c'est des agents qui vont être en congé annuel sur des vacances scolaires, mais ils n'ont pas le droit à 16 semaines de vacances scolaires. Donc, à vous d'identifier sur les vacances scolaires les périodes qui correspondent au droit à congé annuel de l'agent. Si jamais votre agent est absent sur un jour qui était prévu comme un jour de congé annuel, il aura le droit au report automatique du jour de congé qu'il n'a pas pu prendre. Mais les congés annuels étant hors temps de travail effectif, ça n'a pas nécessairement d'impact sur le suivi du temps de travail. Vous allez déplacer le jour sur une autre période d'inactivité. Ça ne va pas venir impacter votre temps de travail. De la même manière, lorsque l'absence, quelle que soit sa nature, intervient sur un jour qui n'était non travaillé par l'agent, donc où il était en absence de service, là aussi, ça n'a aucune incidence sur le suivi de votre temps de travail. La situation qui vous intéresse le plus souvent, c'est lorsque cette absence va intervenir sur un jour où l'agent devait travailler. Alors, on l'a vu, on vous incite à faire un planning détaillé de l'activité de l'agent avec le temps de travail qu'il doit faire chaque jour et à suivre cette activité. La position du centre de gestion, c'est de partir du principe que dès lors qu'un planning est établi, on va considérer, lorsque l'agent est absent, qu'il a réalisé les heures qui étaient prévues à son planning. Donc, typiquement, sur tous les agents dont l'annualisation est basée sur des calendriers scolaires, avec des plannings établis, on vous incite à considérer que l'agent a fait le temps qui était prévu à son planning. Le juge est venu dire, c'est une jurisprudence qui date de 2020, qu'il était possible. Je vous lis l'exemple et après je vous le commente. Donc, le Conseil d'État est venu dire en 2020, l'employeur est compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. À cet égard,
lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de congés de journée de travail effectif inférieur puis supérieur à 7 heures, correspondant sur l'année à un nombre total d'heures de travail effectif de 1607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué 7 heures de travail effectif, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle il est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectif supérieur ou inférieur à 7 heures. Alors, cette jurisprudence-là vient vous dire, si je la transpose, en gros, vous avez un agent à temps complet annualisé, vous pouvez considérer qu'il a fait 7 heures par jour, et quand vous êtes sur des emplois à temps non complet, 7 heures au prorata de la quantité de travail de votre poste. Mais vous pouvez faire ça, et vous devez le faire, quel que soit le temps de travail que devait faire l'agent sur la journée en question. Donc, on revient à notre ATSEM. Notre ATSEM est malade sur une période scolaire où elle devait faire 9 jours. 9 heures, oui, c'est mieux. 9 heures. Si vous faites application de cette jurisprudence, vous allez considérer qu'elle n'a fait que 7 heures et que votre ATSEM vous doit 2 heures. OK. La même ATSEM est absente sur une période d'inactivité. Vous allez également considérer qu'elle a fait 7 heures. Ce que dit le juge là, c'est pas vous pouvez, quand l'agent travaille, considérer qu'il n'a fait que 7 heures. C'est vous devez, quelle que soit la période, considérer que la journée d'absence est valorisée 7 heures. Donc, si vous appliquez ce dispositif-là, vous devez le faire, qu'on soit sur une période de haute activité, une période de basse activité ou une période d'inactivité autre que des congés annuels. Donc, c'est fortement impactant et ça peut venir générer des débits crédits d'heures en faveur de la collectivité ou en faveur de l'agent. Pourquoi on vous incite à rester sur vos plannings, parce que votre planning correspond à votre besoin de service, que ça ne met pas en place des systèmes de débit crédit d'heures dans un sens ou dans l'autre, et que, à contrario, sur l'ensemble des autres agents, on ne suit jamais l'impact des absences sur le temps de travail. Donc, mettre en place un fonctionnement de cette nature-là a pour effet de créer des débits crédits d'heures et de créer en plus une différence de traitement avec éventuellement d'autres agents au sein de votre collectivité, sans qu'il y ait forcément, en plus de plus-value pour la collectivité, parce que lorsqu'on parle d'une ATSEM, prévoir qu'elle doit récupérer du temps de travail si de toute façon vous n'avez pas de besoin pour lui faire réaliser, il n'y a pas vraiment une plus-value pour vous, collectivité. Et à l'inverse, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir soit accorder des récupérations, soit payer des heures complémentaires sur du temps de travail qui n'a pas été réalisé. Donc, on vous parle de la possibilité parce qu'elle existe, mais il faut que vous en mesuriez la conséquence dans votre fonctionnement. Et surtout, il faut que vous ayez en tête que ce n'est pas que quand ça arrange la collectivité. Si vous passez sur un système de forfait de journée, ce forfait, il s'applique quel que soit le moment où va intervenir l'absence. Et donc, 7 heures, on est bien d'accord que c'est 7 heures pour un temps complet. Dès lors que vous êtes sur des agents qui occupent des emplois à temps non complet, eh ben, c'est le prorata de 7 heures. Je vous propose qu'on prenne du coup vos questions, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-unes. La première question, elle porte sur le document, en fait. Alors, le document, comme toutes les matinales RH, il vous sera diffusé dans quelques jours avec l'enregistrement de la réunion. Donc, vous aurez tout à disposition. Ensuite, sur les agents qui travaillent en crèche, est-ce qu'ils peuvent aussi bénéficier de l'annualisation de leur temps de travail? Alors, l'ensemble des agents des services peuvent bénéficier de l'annualisation. La question, elle se prend à l'inverse, c'est quel est mon besoin de service au départ? Si c'est plus simple en termes d'organisation que mes agents en crèche soient annualisés parce qu'ils n'ont pas le même rythme de travail
toutes les semaines ou que vous avez une saisonnalité, vous pouvez tout à fait mettre en place des cycles de travail annualisés pour des agents qui travaillent en crèche. Il y a les seuls agents. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté au début de la réunion. Concrètement, tout le monde peut avoir un cycle de travail annualisé, sauf les professeurs et les assistants d'enseignement artistique. On pourrait même envisager des scénarios où l'accueil d'une collectivité, enfin des postes très administratifs avec des rythmes de travail plutôt réguliers, et également des cycles de travail annualisés. Il n'y a que pour l'enseignement artistique où ce n'est pas possible, et c'est clairement écrit dans leur statut. Ce qui rejoint la question suivante, où justement une collectivité a un assistant territorial d'enseignement artistique qui dépend de la collectivité, comme un État, ce n'est pas d'une école de musique, donc se poser la question de l'annualisation. Parce que par rapport à la jurisprudence, c'était déterminé, c'était un outil d'établissement. Alors, là, c'est dans votre APEA, il est quoi? Il est du MIS, c'est pour ça que vous dites qu'il. Alors, je ne sais pas quelle est la collectivité. Romagna. Si vous pouvez prendre la parole. Ouais, donc c'est ça, il est du MIS. Alors, malgré tout, il est sur l'enseignement artistique, donc il n'est pas rattaché à un établissement. La jurisprudence lie l'enseignement au lien avec un établissement. Donc, c'est un cas particulier qui mériterait d'être creusé. Mais s'il n'est pas rattaché à une école de musique, donc si vous n'avez pas d'école de musique, s'il n'est pas agent de l'école de musique, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire, alors, pas annualisé. Voilà. Sur le sujet d'annualisation, ça ne change rien. Par contre, sur la possibilité de le mobiliser sur d'autres structures, si vous n'avez pas d'école de musique, moi j'aurais tendance à vous dire que vous pouvez. Mais par contre, pas l'annualisation, elle est statutaire, donc vous ne pouvez pas l'annualiser. Par contre, le faire travailler sur une partie des vacances scolaires, dans la mesure où vous n'avez pas, vous, d'établissement d'enseignement artistique et qu'il est juste intervenant auprès de l'école, à mon sens, vous pouvez le mobiliser sur, notamment sur de l'animation, sur vos activités extra ou périscolaires. Autre question sur les congés de fractionnement, le temps à déduire et le temps que l'agent fait par jour ou le temps rémunéré. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la distinction entre temps de travail rémunéré, temps de travail effectif. Quand on raisonne sur 1607 heures, on raisonne sur du temps de travail effectif. À 1607 heures de temps de travail effectif correspond à un temps de travail rémunéré de 1820 heures par an. Et en gros, le delta, pour faire simple, c'est la rémunération des congés payés. Un agent qui bénéficie de jours de fractionnement, ce qu'il est amené à ne pas faire, c'est du temps de travail effectif. Donc, on enlève bien du temps de travail effectif en face de jours de fractionnement. Et ça se traduit forcément en rémunération puisqu'il est toujours payé 1820 heures. Il va le faire moins de travail effectif pour le même volume de temps de travail rémunéré. Donc, on vient bien lui accorder l'équivalent de 2 jours de congés payés en plus. Alors, une autre question. Comment déterminer le 35e sur un volume donné? Alors, sur un volume d'heures donné, alors, de toute façon, dans l'outil de calcul qu'on vous a montré, vous avez toutes les portes d'entrée. C'est soit j'ai un poste à X 35e, alors on peut peut-être du coup le remettre à l'écran. Il est un peu long. Là. On revient du coup sur l'outil. L'outil fonctionne avec 2 entrées, enfin avec plusieurs entrées possibles. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on le redit. La première question que je me pose, c'est quelle est l'obligation annuelle de service qui s'applique à l'emploi sur lequel je cherche à déterminer les éléments. 1607 heures, si c'est le cas, je ne touche à rien. Si je suis en dessous de 1607 heures, je viens d'abord compléter la case en parme avec mon obligation annuelle de service qui s'applique dans ma collectivité. Dans notre exemple, 1593 heures, puisque notre ATSEM pouvait prétendre à 2 temps de jours de fractionnement.
Et là, on est bien sur un raisonnement à obligation annuelle de service à temps complet. Ensuite, une fois que j'ai saisi cette donnée-là, soit j'ai déjà dans ma collectivité mon poste. Donc, je connais la quantité de travail de mon poste et je vais aller sur la partie gauche de l'outil. Je connais la quantité de travail de mon poste. Mon agent travaille sur une année complète. Je vais saisir ma quantité de travail dans la partie rose. Et ça va me calculer, du coup, l'obligation de travail qui s'applique à mon poste sur une année entière. Je connais la quantité de travail de mon poste. Mon agent ne va pas travailler sur la totalité de l'année. Je vais aller compléter la case en violet avec la période de présence de l'agent sur l'année. Donc ça, c'est la manière d'utiliser l'outil lorsque vous connaissez la quantité de travail de votre poste. Donc, par exemple, si vous voulez vérifier le nombre d'heures que doit faire votre agent, vous pouvez passer par là. Le côté droit du tableau fonctionne à l'inverse. Vous connaissez votre besoin en termes de nombre d'heures à l'année, alors soit besoin réel parce que vous avez complété le planning qui est en dessous, soit besoin estimé, et la partie droite du tableau vous permet de déterminer la quantité de travail de l'emploi à créer. Mais avec cet outil-là, vous pouvez entrer par la porte que vous voulez, soit un poste existant, soit déterminer la quantité de travail du poste que vous devez créer. Autre question, faut-il délibérer chaque année? Alors non, vos cycles de travail, ils n'ont pas vocation à être délibérés chaque année. Vous allez être amené à délibérer qu'à partir du moment où vous allez vouloir changer le cadre que vous avez défini dans votre collectivité. Ce qui peut potentiellement se présenter, mais là on est plus sur la question du cycle de travail en tant que tel, on est sur votre besoin en termes de poste. Et là, peut-être que potentiellement, vous pouvez avoir des variations à un moment donné. C'est aussi pour ça qu'il faut vous poser la question, la création du temps de travail, quand vous créez le poste, peut-être qu'avoir un peu de marge, voilà, ça peut aussi être intéressant pour pas être trop impacté quand vous avez des variations. Alors, sur des ATSEM, il n'y a pas forcément d'enjeu. Sur des animateurs périscolaires ou extrascolaires, on est déjà un peu plus sujet à des variations d'activité parce que vous maîtrisez moins les effectifs d'enfants présents. Donc, ça peut être intéressant de rester sur une quantité de travail légèrement inférieure à votre besoin pour ne pas vous retrouver à un moment donné avec un volume horaire qui serait un peu trop important et que vous ne pourriez pas affecter en parallèle. Mais votre ATSEM, par contre, c'est beaucoup plus lisible, vous avez moins de risques de variation. D'autres questions qui concernent l'outil, mais auxquelles tu as répondu tout à l'heure, je pense. Le calcul se fait sur une année civile et le tableau du coup, le prend en compte, mais lorsqu'on recrute une ATSEM sur 10 mois, généralement de septembre à juin, donc 2 années civiles différentes, est-ce que ça pourrait le prendre en compte? Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, vous pouvez utiliser de septembre à décembre la partie 2024 et de janvier à juin la partie 2025. En tenant compte que l'agent acquiert des droits par année civile. Les droits à congé annuel se calculent en année civile, l'obligation annuelle de service se calcule en année civile. Donc, dès lors que vous raisonnez autrement qu'en année civile, vous pouvez vous mettre potentiellement en difficulté s'il devait y avoir un départ d'un agent ou autre indépendamment. Donc, c'est pour ça qu'on vous incite fortement à raisonner en année civile et non pas en année scolaire. Autre question, les cycles de travail n'ont-ils pas été vus au CST lorsque les LDG lui ont été présentés? Alors, LDG et cycle de travail, c'est deux sujets complètement différents. Donc, vos cycles de travail ne doivent pas apparaître dans vos LDG, non. Ce que vous avez peut-être fait, c'est au moment où vous avez redélibéré sur les mixeurs 7 heures, peut-être que certaines collectivités en ont profité pour reposer le cadre de leur cycle de travail. En tout cas, il n'y a pas de lien entre cycle de travail et LDG.
En exemple qu'on a fait tout à l'heure, que faire si l'agent n'a pas fait les 8 heures? Alors, les 8 heures, c'était du plus. Alors, du coup, je ne sais plus de quel exemple vous parlez. Celui où l'ATSEM a été mobilisé en plus ou celui où on était à 1314 heures pour 1323 heures à faire? Dans tous les cas, de toute façon, il vous appartient à vous de faire en sorte que l'agent fasse le temps de travail qui correspond à son poste. Un agent n'est jamais responsable de ne pas avoir fait le temps de travail pour lequel il a été rémunéré. C'est l'employeur qui établit le planning. Donc, dans tous les cas, c'est votre responsabilité à vous, employeur. Un agent qui, en fin d'année, n'a pas fait les heures pour lesquelles vous l'avez rémunéré n'en sera pas responsable. Une question sur le fait de compter 36 semaines d'école ou 35. D'accord. Alors, on est parti, et vous l'avez rappelé là dans l'outil aussi, on est parti sur 35 semaines parce que le calendrier scolaire comporte en effet 36 semaines. Sur ce calendrier scolaire de 36 semaines, vous avez un certain nombre de jours où vos ATSEM ou vos animateurs ne vont pas travailler parce que les jours fériés, l'école ne fonctionne pas. Et notamment, vous avez très souvent sur le calendrier scolaire le lundi de Pâques. Alors, de manière ponctuelle, il peut intervenir pendant les vacances de printemps, mais régulièrement, il est sur le calendrier scolaire. Vous avez le même sujet avec le lundi de Pentecôte et vous avez le pont de l'Ascension que les écoles font classiquement. Donc, ça vous fait déjà 4 jours sur lesquels vos ATSEM risquent de ne pas travailler. Donc là encore, pour ne pas vous retrouver avec un temps de travail calculé supérieur à votre besoin, on vous conseille de partir plutôt sur un calcul de 35 heures. Parce que même avec 35 heures, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver avec un temps de travail un peu supérieur. Il s'avère que cette année, le 1er et le 8 mai, par exemple, sont tombés des mercredis, donc il n'y avait pas de sujet. Ils seraient tombés d'autres jours. Ben, on aurait toujours eu ces 4 jours fériés-là, plus 2 autres jours fériés à déduire en termes de temps de travail. Donc, si vous faites sur 36 semaines, vous allez vous retrouver potentiellement avec du temps de travail en plus. Donc, tout dépend si vous affectez vos agences sur du ménage, ce que vous prévoyez en termes de ménage, si vos agences sont peut-être mobilisées un peu plus par les enseignants sur des activités particulières, type sortie scolaire, voyage de l'école, voilà, ce genre de choses. Mais l'idée qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le temps de travail effectif que vous allez calculer. Il va falloir que vous soyez en mesure de le faire à l'agent, sinon vous allez le payer pour des heures qu'il ne réalisera pas. Donc, on vous invite à être prudent et à partir plutôt sur 35 semaines. Pour être au plus juste au niveau du calcul du temps de travail, en fait, on se pose la question pour les agents annualisés, mais est-ce qu'on ne devrait pas la poser pour l'ensemble des agents? Alors, sur l'ensemble des agents, en fait, le détail, qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question sur le temps de travail des agents annualisés? C'est le fait de garantir une rémunération avec une activité qui est variée. Vos autres agents, on ne se pose pas la question parce que souvent, ils font 35 heures, ils sont payés 35 heures. En fait, il n'y a pas ce delta-là. Là où ça peut impacter, c'est quand vous appréciez, par exemple, la réalisation d'heures supplémentaires ou ça pourrait jouer sur d'autres sujets. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas être discriminant en ayant un traitement inégalitaire entre vos agents. Un agent qui est en période d'inactivité sur son planning, peut-il refuser de revenir travailler s'il y a un besoin de la collectivité parce que ce n'était pas prévu au départ sur son planning? Alors, les périodes d'inactivité, ce n'est pas des périodes de congés annuels. Donc, à vous de définir clairement les règles avec vos agents. Mais un agent qui est en inactivité n'est pas en congé annuel, donc théoriquement est en mesure d'être mobilisé par sa collectivité. Vous pouvez acter entre vous peut-être un délai minimum de prévenance ou acter que sur tel type, vous savez que vous n'avez peut-être pas mobilisé l'ensemble de vos agents, mais établir une sorte de roulement de, ben voilà, sur telle période d'inactivité, s'il y a un besoin,
ce sera plutôt X, la période suivante, ce sera plutôt Y. Mais théoriquement, l'agent n'est pas en congé. Alors déjà, pour nécessité de service, on pourrait faire revenir même un agent en congé, mais encore plus sur une période d'inactivité, vous êtes en droit de faire venir vos agents. D'où l'intérêt aussi de bien poser le cadre avec les agents. Les agents qui travaillent sur le calendrier scolaire n'ont pas 16 semaines de vacances. Ils ont 5 semaines de vacances comme l'ensemble de leurs collègues. Et le reste, c'est des périodes sur lesquelles vous êtes effectivement en mesure de les mobiliser. Et si vous les mobilisez, ils auront une compensation parce que ce sera du temps de travail supplémentaire, mais ils sont en mesure d'être mobilisés, ce n'est pas des vacances. On a une question, mais je pense qu'elle a été posée avant que tu finisses tout à l'heure. C'était comment doit-on compter un agent quand un agent est en maladie? Ça, on en a parlé. Ça, normalement, on en a parlé. La question qui rejoint un peu la même chose sur le planning, lorsqu'un agent en temps non travaillé, donc en dehors des périodes de congé, s'il revient travailler, est-ce qu'il est obligé de donner suite à cette demande et comment est comptabilisé le temps de congé à tout? L'outil de calcul où il se trouve, on vous l'a montré tout à l'heure, normalement. Alors, l'outil, au cas où, il est dans... Donc, vous allez sur le site du centre de gestion, vous allez dans le menu à droite, Appui Conseil. La première rubrique, c'est Conseil statutaire. Vous descendez sur la page, vous tombez sur la partie ressources documentaires, et c'est celui qui s'appelle Annualisation 2024. Et pour l'instant, l'onglet 2024 fonctionne et le 2025 sera mis à dispo. Voilà. D'ici aujourd'hui ou demain ou plus tard. Si nous avons trop estimé sur l'année en termes d'heures, comment est-ce qu'on peut rattraper en fait? Par exemple, un agent de cantine qui a des sorties scolaires et qui, par exemple, n'ont pas besoin d'être présent parce que les enfants ne sont pas là et que la cantine ne sera pas ouverte. Alors, quand vous vous retrouvez avec un solde d'heures en plus que votre besoin, la première question à vous poser, c'est quel est le grade de mon agent? En fonction du grade, vous allez pouvoir lui demander de faire des choses différentes. Je reprends l'exemple qui est donné là. Un agent de cantine qui n'a pas besoin d'être là parce que les enfants sont en sortie scolaire, ce jour-là, il peut peut-être être à la cantine et en profiter pour faire du ménage un peu plus en profondeur des locaux scolaires, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de faire le service à la cantine que vous ne pouvez pas ce jour-là dire à l'agent, ok, tu es présent sur ton poste de travail et tu en profites, je ne sais pas moi, pour faire le ménage des placards, pour faire le ménage en profondeur de la cantine. Voilà. L'absence des enfants n'est pas en lui seul une raison pour que l'agent ne travaille pas. Pareil, idem quand vous êtes sur des ATSEM, vous avez un petit détail d'heures, n'hésitez pas à en profiter pour faire du ménage de manière un peu plus approfondie, des locaux scolaires, du matériel utilisé par les enfants, un peu de classement, un peu de tri. Tant que ça reste en lien avec le bâtiment scolaire, vous pouvez les mobiliser. Et après, si le delta est vraiment trop énorme, ça interroge sur la définition du temps de travail de votre poste. Et dès lors que l'agent n'est pas à temps complet et que ça ne lui fait pas perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL, vous pouvez modifier par délibération à prix et avis du CRT le temps de travail du poste. Une question concernant les jours de fractionnement. Rien n'oblige à positionner les jours de congé hors juillet-août pour une ATSEM ou un agent qui travaille dans les écoles. C'est comment matérialiser les jours de fractionnement? Alors, sur les jours de fractionnement, en fait, il faut que vous ayez une approche réaliste de la situation. Vous êtes sur des agents qui n'ont pas la maîtrise de leur période de congé puisqu'on ne leur permet pas de prendre leur congé sur les temps scolaires, sauf exception particulière. Donc, c'est des agents qui ont déjà la contrainte de ne pouvoir prendre leur congé que sur des périodes imposées par la collectivité. Donc oui, vous pourriez adopter un système dans lequel vous positionnez l'ensemble des congés annuels sur juillet et août, privant ainsi des agents du bénéfice des jours de fractionnement. Après, est-ce que... voilà. Rien n'empêche, effectivement, un agent pourrait avoir la totalité de ses congés en juillet et août et ne pas avoir le bénéfice des jours de fractionnement. Donc, c'est vraiment dans la définition du calendrier des congés. Mais par contre,
si vous imposiez ça aux agents, quelle est la nécessité de service qui pourrait justifier que vous interdisiez à un ATSEM de prendre des congés en décembre ou en février ou en avril pour pouvoir prétendre au jour de fonctionnement? À mon sens, je ne vois pas de nécessité de service qui pourrait empêcher une ATSEM de pouvoir prétendre à 1 ou 2 jours de congé de fractionnement. Y a-t-il une incidence pour les jours de grève? Alors, une incidence, c'est-à-dire les jours de grève, ils sont non rémunérés. Donc, ça n'a pas d'incidence sur votre temps de travail, si c'est ça la question. C'est du temps que vous n'allez pas rémunérer de toute façon. Je pose la question, lorsque l'agent part en formation, comment on prend en compte ces journées puisqu'elles ont 6 heures, 9 heures, entre l'ATSEM qui a 9 heures au planning et qui fait une formation de 6 heures. Bah, là, j'ai encore une fois envie de vous dire comment vous fonctionnez sur les autres agents. Et puis, quelle est la nature de la formation? Est-ce que c'est une formation à la demande de l'agent? Est-ce que c'est une formation que vous lui imposez? Est-ce que cette formation, elle a lieu sur un jour travaillé par l'agent ou sur un jour non travaillé par l'agent? Mais si vous ne vous posez pas la question du respect du planning pour vos agents administratifs qui, par exemple, ont très certainement 7 heures ou 7h30 par jour quand ils vont en formation, même si la durée de formation est de 6 heures, pourquoi vous la posez dans ce cadre-là? Le truc, c'est vague. Si des agents ont posé des congés annuels sur leur compte épargne-temps et qui veulent les prendre en compte l'année suivante. Donc, vous avez un agent qui a déposé des congés annuels sur un compte épargne-temps et qui veut les prendre. Théoriquement, sur un agent annualisé, je ne vois pas trop comment il peut avoir déposé des congés annuels sur son compte épargne-temps, puisque son activité elle est censée être planifiée en fonction de besoins de service. Après, ce qui a été déposé sur le compte épargne-temps. Oui. En fait, pardon, du coup, je précise. En fait, c'est sur des activités, c'est sur de l'aide à domicile. Donc, en fait, c'est pas du tout une activité prévisible comme une ATSEM. Et donc, on se retrouve des fois voilà, en fin d'année avec des agents. En fait, on fait plutôt un contrôle a posteriori. Nous, une fois que le mois est fait, voilà, du nombre d'heures réalisées. Et à la fin de l'année, parfois, voilà, on a des aides à domicile qui n'ont pas posé leurs 25 jours de congé et qui ont la possibilité, avec notre délib, de les mettre sur le CET. Donc, cette année-là, elles ont du coup eu plus de jours que les 228 jours à travailler. Alors. Et peut-être que l'année où elles vont les poser, par contre, en plus des 25, elles auront moins de jours effectifs. Donc, comment je peux prendre en compte ça, moi? Ok, donc on va en Merci. parler. Donc, on va repartir du coup du principe de calcul des 1607 heures. Donc, 1607 heures, c'est le temps de travail d'effectif d'un agent qui, théoriquement, a pris ses congés annuels. Dans la situation que vous évoquez, l'agent qui n'a pas pris ses congés annuels, il faut se poser la question de où il en est de son obligation de service. Parce que globalement, l'impact n'est pas forcément le même. On peut avoir un agent qui n'a pas pris ses congés annuels, mais où vous allez avoir déjà compensé quelque part ça parce qu'il a fait du coup plus de son temps de travail et il ne faudrait pas réussir à valoriser deux fois. Parce que le scénario normal, c'est si je n'ai pas pu prendre mes congés annuels, j'ai fait plus que mon temps de travail. Et donc, logiquement, l'année d'après, quand je vais prendre les jours qui étaient sur mon CET, je vais faire moins de temps de travail et ça va s'équilibrer. Si vous avez des soldes créditeurs de compteurs en fin d'année, potentiellement, selon ce que vous faites de ce temps de travail-là, vous risquez de les valoriser deux fois en fait. Donc, la réponse, elle n'est pas absolue. Il faudrait regarder vos situations individuelles pour être sûr qu'en accordant ces congés-là l'an prochain, vous ne venez pas compenser quelque chose qui l'a déjà été par un report d'heures ou autre.
Sur une situation normale, vous les accordez, ils viennent en déduction du temps de travail et ça vient compenser du plus de l'année d'avant. Un agent qui n'est pas annualisé, c'est ça. S'il n'a pas pris ses congés en 2024, il aura fait plus d'heures. Quand il les prend en 2025 ou quand il les prend dans 3 ans, ça vient rattraper un plus qu'il a fait. Oui, il faudrait regarder comment vous fonctionnez par rapport au compteur. Est-ce que, du coup, est-ce que la solution, ça ne serait pas, dans ce cas particulier-là, des aides à domicile et des comptes épargne-temps, de suivre les heures enfin, de contrôler les heures en heures rémunérées, c'est-à-dire de créditer aussi, du coup, quand elles posent des congés et de regarder au final aux 1820 heures et pas aux 1607? En fait, ça réinterroge plein d'autres choses parce qu'il faudrait regarder leurs jours où elles n'ont pas d'activité, où ce n'est pas du congé annuel, mais qu'elles ne travaillent pas. Enfin, mais si vous voulez, on pourra reprendre un temps en dehors pour regarder Oui, plus globalement. voilà, ça me fait compter les jours fériés. Enfin, ouais, c'est plus compliqué. Mais OK. Bon, mais je vous solliciterai à part. Soit elles ne prennent pas leur congé parce qu'elles ont déjà des jours non travaillés et que du coup elles se disent bah, j'ai pas besoin de poser un congé parce que j'ai déjà cette journée libérée, soit c'est parce que vous les mobilisez trop et ce n'est pas du tout la même analyse de la situation. OK. Bon, merci. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je voulais profiter du coup de ce temps matinal pour faire le lien donc, avec une enquête qui vous a été adressée il y a quelque temps et qui est en lien avec… Alors, attends, on va enlever ça. Hop. Hop. Ok. Qui est en lien avec la préparation d'un service conseil en organisation qui va vous être proposé par le centre de gestion au 1er janvier prochain. Donc, vous avez dû recevoir il y a quelques jours un mail pour compléter un formulaire d'enquête. Et je voulais juste vous sensibiliser à l'intérêt de répondre à cette enquête. Pour cela, je vais essayer de vous expliquer, alors ça va être très bref, hein, en 5-10 minutes, mais rapidement, la démarche qui est en cours. Le conseil en organisation, en fait, c'est plein de choses et notamment le sujet qu'on a évoqué ce matin serait un beau cas d'application sur comment on définit l'organisation du temps de travail dans la collectivité, toutes les questions qu'on va se poser. Conseil en organisation, ça peut être plein de choses. L'idée générale, c'est qu'en gros, ça va venir permettre d'aider les structures à fonctionner de manière plus fluide et plus efficace et donc à améliorer votre efficacité. Améliorer l'efficacité, ça peut passer par plein de choses. L'analyse de vos procédures de travail, la redéfinition de cadres. Donc, ça peut vraiment être un panel d'actions un peu diverses. Ça peut intervenir soit parce qu'on s'interroge sur comment on fonctionne aujourd'hui, mais ça peut aussi être plutôt dans une démarche anticipative de comment je fais pour adapter mon organisation aux évolutions de services publics, soit actuelles, soit celles à venir, sur un certain nombre de sujets, recours à la dématérialisation, augmentation des exigences de qualité par les usagers. Donc, on peut vraiment traiter un panel de choses très différentes. Globalement, on va venir agir sur l'organisation des ressources, alors qu'elles soient humaines, techniques, matérielles. Et c'est un domaine de forte expertise, mais l'idée, c'est plutôt de venir, d'être dans l'accompagnement et de vous aider à trouver des solutions et de vous accompagner éventuellement dans la mise en œuvre. Il y a 3 gros champs d'intervention principaux identifiés. L'un qui tourne autour de la structuration et l'amélioration de vos organisations, qui pourrait comporter différentes choses, du diagnostic organisationnel, donc concrètement une analyse de l'existant, l'analyse de vos procédures de travail, l'accompagnement à la réorganisation de services, l'accompagnement à des fusions ou à des transferts de compétences, la mutualisation de services, la mise en place d'outils de pilotage. Donc là, on touche vraiment à la structuration ou l'amélioration de la structuration de l'organisation. On a un axe qui peut tourner autour du conseil et de l'accompagnement au management, l'élaboration de projets de services, la mise en place d'ateliers métiers, éventuellement intercollectivité, la mise en place de chartes managériales. Et un troisième volet
autour de la conduite de projet en matière RH. On vous a mis quelques exemples, l'élaboration d'un protocole temps de travail, l'actualisation des lignes directrices de gestion, voilà, c'est-à-dire comment on accompagne méthodologiquement en fait, la définition de ces sujets-là au dehors du simple cadre réglementaire et de la prise de la délibération, la mise en place de démarches GPEC ou encore la définition ou l'actualisation d'une politique indemnitaire. Donc, c'est vraiment une matière qui peut intervenir sur différentes dimensions, différents sujets. Dans la réflexion portée aujourd'hui par le centre de gestion, donc on travaille sur le sujet depuis l'été 2023. On a eu l'occasion d'intervenir à l'automne dernier et en début d'année là, sur une intervention en collectivité, une collectivité de 20 agents pour voir à peu près comment on pourrait mener un diagnostic. On est actuellement donc, à l'été 2024 avec l'enquête de besoins qui est en cours. En parallèle, il y a un panel de collectivités qui a été identifié et qui est représentatif à la fois de la diversité des effectifs des collectivités, puisque font partie du panel des collectivités qui ont moins de 10 agents, tout comme des grosses collectivités ou interco. Ce panel de collectivités participe à des ateliers pour aider à la définition et seront également vus en entretien individuel. Et en parallèle, il y a un certain nombre d'échanges avec d'autres centres de gestion. L'idée, c'est que ce soit présenté au conseil d'administration en septembre prochain pour qu'on puisse communiquer en fin d'année et que le service soit effectif en janvier 2025. En parallèle de tout ça, en fait, je suis en cours de formation depuis septembre 2023 et jusqu'en novembre 2024 auprès du CNAM. Voilà, pour pouvoir mettre en place ce service. Tout ça pour en arriver où à l'enquête que vous avez reçue. Donc, l'enquête, elle est à compléter jusqu'au 29 juillet 2024. Ça prend pas longtemps, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de questions. Et c'est vraiment important que vous le fassiez parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer derrière une offre de service qui correspond à vos besoins et à vos attentes. Elle se découpe en différents items, cette enquête. Un qui est autour du profil de votre structure, donc qui est assez simple à remplir, le nombre d'habitants de la collectivité, le nombre d'effectifs, le nombre d'effectifs RH, enfin, voilà. Une deuxième question, et vous verrez à chaque fois, c'est des choses à cocher en plus, donc vous n'avez même pas à écrire. Voilà. Autour des enjeux organisationnels que vous rencontrez aujourd'hui. Un troisième temps autour des attentes que vous pourriez avoir envers une mission de conseiller en organisation. Donc, en gros, qu'est-ce que vous aimeriez voir traité de manière prioritaire au sein de vos organisations? Vous avez également ensuite une question autour des types de prestations que vous aimeriez voir mises en œuvre de manière prioritaire. Question autour de la tarification et une autre autour du type de communication qui vous paraîtrait adapté pour assurer la promotion du service. Donc, vous verrez, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment pas long et plus il y aura de réponses, plus ça permettra d'être sûr qu'on priorise bien les bons types d'intervention au moment du lancement du service. Donc, je vous incite fortement à le faire. Je vous relancerai une ou deux fois d'ici la fin du mois de juillet, de toute façon, pour avoir le maximum de retours. Voilà. Il me semble avoir vu d'autres questions passer, non? Entre-temps. Bon. Ok. Bon. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur l'enquête, peut-être Vous verrez, il y a dans la lettre d'info qui a dû partir. Vous avez un petit article, et puis l'idée, c'est que surtout on puisse, en septembre, vous apporter des éléments un peu plus concrets sur ce qui vous sera proposé et comment on interviendra. Bon, écoutez, pas d'autres questions. N'hésitez pas à revenir vers le service conseil statutaire si vous avez des questions particulières. Voilà. Il y a une question sur le 1er mai, mais moi, elle ne s'affiche pas là. Je vais arriver là. Alors, on va essayer d'aller. Je vais aller la conversation. Je n'ai pas la journée. Ah oui, c'est que tu n'utilises pas, toi. C'est grave.
Alors, j'ai un petit souci avec les questions. Je vais remonter un petit peu dans la conversation pour voir si on a bien tout traité. Hop. Ouais, moi, je me suis à la réunion. En train de réunion et j'ai pas la réponse. Donc, il y avait. Pouvez-vous nous montrer la slide avec le calcul de l'obligation des 1607 heures? Non, mais c'est bon. Ok, par contre, puis on peut la remettre à l'écran. Hop, on va noter là. Hop. 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 Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question, pour remettre la slide. Ok. En cas d'application de la jurisprudence de 2020, existe-t-il la possibilité de reporter les débiteurs d'une année sur l'autre? L'inconvénient du report des débiteurs, c'est comment vous gérez les départs d'un agent en cours d'année. Donc voilà. Je le redis, moi je vous incite très fortement de toute façon à ne pas l'appliquer, cette jurisprudence. Donc voilà. Réellement, tout ce que vous risquez d'induire en appliquant cette jurisprudence, c'est de voir apparaître des arrêts de travail pour rééquilibrer la situation. L'agent à qui vous allez demander de rattraper des heures alors qu'il n'était pas responsable de son absence, s'il a envie d'être un peu joueur avec vous, il va faire en sorte de s'arrêter à l'inverse à un moment où il ne doit pas travailler pour compenser. Et donc, ça ne peut que générer des situations relationnelles compliquées au sein de votre collectivité de l'appliquer. Il faut vraiment, enfin, cette jurisprudence, elle s'applique à un profil bien particulier d'agents dans les départements avec un mode de rémunération bien spécifique et elle me semble difficilement transposable dans la réalité de vos fonctionnements. Le 1er mai, doit-on mettre des heures effectives si ce jour n'aurait pas été férié? Non, le 1er mai, on parle en temps de travail effectif, vous n'avez pas à mettre de temps de travail particulier sur la case du 1er mai. Comment sont comptabilisés les jours fériés en heure prévue et en heure réelle sur la calendrier de suivi? Les jours fériés, soit ils sont travaillés, vous mettez le temps de travail travaillé, soit ils ne sont pas travaillés et vous mettez 0. Il n'y a pas de valorisation. D'où l'intérêt de revenir la diapo que vous avez à l'écran aujourd'hui. Quand on calcule le temps de travail effectif des agents, les jours fériés sont déjà déduits. Donc 1607 heures, c'est déjà en tenant compte du fait qu'on ne travaille pas les jours fériés. Donc vous n'avez pas à remettre en plus un temps de travail fictif réalisé par l'agent. Ils sont déjà déduits de notre temps de travail. Et c'est le caractère forfaitaire des calculs. Amusez-vous, si vous le souhaitez, à comparer pendant 3-4 ans le temps de travail que vous réalisez et vous verrez que les 1607 heures, ce n'est jamais un acquis réel d'une année. Donc déjà, les agents annualisés, on s'astreint à vérifier qu'ils font bien 1607 heures, alors qu'on ne le fait jamais pour aucun d'entre nous. Et je pense que les années où on fait réellement 1607 heures, elles ne sont pas nombreuses quand on regarde la réalité du calcul. Et donc, vous n'avez pas à les reprendre en compte en parallèle. Un agent annualisé qui travaille 4 jours par semaine aura droit à 25 jours de congé ou 20 jours. Non, votre agent annualisé, s'il a le droit à. Enfin, s'il travaille 4 jours, il a le droit à 20 jours de congé. Et d'ailleurs, dans l'exemple qui vous a été présenté tout à l'heure, l'agent, il avait bien que 20 jours de congé annuel posés sur son planning. La collectivité peut-elle demander de rattraper les ASA aux agents annualisés? Alors, pourquoi rattraper les ASA? L'ASA, d'une manière générale, on considère que l'agent, il a fait son temps de travail. Donc, soit vous demandez à tout le monde de rattraper une ASA dès lors qu'elle est discrétionnaire, et pourquoi pas aux agents annualisés, mais si vous ne demandez pas aux autres agents de rattraper une ASA, vous n'avez pas plus de raison de demander à un agent annualisé. Comment doit être traité à l'inverse, forcément. Comment doit-on traiter la situation d'un agent annualisé à temps non complet, journée travaillée de 4 heures, qui suit une formation à la demande de son employeur? Si le planning prévoyait 4 heures, que c'est vous qui lui demandez d'aller en formation, vous devez lui compter le delta de temps de travail. Et ça fera de l'heure complémentaire ou du temps à récupérer. À partir du moment où c'est vous
qui mettait une contrainte à l'agent, du coup, ça devient du temps de travail effectif, hein, puisqu'il est à la disposition de son employeur, donc vous devez comptabiliser le delta en temps de travail. Et du coup, dans le tableau, dans la partie heures prévues, vous aurez 4 heures. Dans la partie heures réelles, vous aurez le temps de formation réellement fait par l'agent dans sa journée, et vous saurez que vous avez un delta à prendre en compte à un moment donné. Pour un jour de grève, agent travaillant normalement 7 heures, dans la colonne heures réelles, on laisse 7 heures. Oui, vous allez pas venir impacter le temps de travail, puisque vous sanctionnez, entre guillemets, déjà la grève à travers la retenue de rémunération. Donc, si vous veniez enlever les heures, ça voudrait dire qu'en fait, vous double pénaliseriez l'absence, puisque vous avez appliqué une retenue en paye et que vous allez en plus demander à l'agent de vous refaire les heures que vous ne lui avez pas payées. Donc, vous ne touchez pas au temps de travail. La valorisation de l'exercice du droit de grève se traduit par la retenue sur salaire qui est appliquée. Comment procéder en cas de temps partiel thérapeutique? Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez suivre en fait en cas de temps partiel thérapeutique. Soit vous êtes sur du temps de travail rémunéré, soit vous êtes sur du temps de travail effectif, mais la réponse, elle peut pas être aussi simple que ça. En temps partiel thérapeutique, vous pouvez réutiliser l'outil pour suivre le temps de travail réel par l'agent, et auquel cas, il va falloir faire vos prorata par rapport à la quantité de travail. Soit vous voulez rester dans une logique de temps de travail rémunéré et vous l'utilisez tel quel. Donc, vous pouvez en faire le double usage. Pouvez-vous nous montrer donc la slide? On est bon. Pouvez-vous nous montrer la slide? Donc, la slide, vous l'avez. 1er mai, on en a parlé. Champagne, on en a parlé. Replay et diaporama, vous l'avez. C'est la slide avec le calcul inférieur à la case mauve du tableau. Alors, et du coup, je vais vous remettre les deux comme ça. Donc, le calcul inférieur à 1607 heures, donc là, vous avez l'exemple qui vous explique comment on a procédé au calcul. Et quand on est sur l'outil, alors, hop, vous avez l'outil d'écran. Donc là, vous êtes sur l'outil, vous avez défini une obligation annuelle de service. Alors, pour vous montrer que l'outil fonctionne, en fait, je vais le faire. Là, je vais enlever le 1593. Voilà, vous voyez que ça change les calculs. Quand vous saisissez rien dans cette case-là, l'outil va calculer automatiquement sur 1607. Donc, au lieu d'être à 1300, je ne sais plus, voilà, je suis trop loin. Voilà. Et si je lui remets mon 1593, hop, ça m'ajuste mes quantités de travail de poste. Vous voyez, 1593, je suis à 29,07 quand je suis sur le calcul théorique, je suis à 28,87 quand je suis sur le calcul à partir du planning. Si je le réenlève, hop, je suis à 28,81 et 28,62. On est très loin de l'écran, en fait, j'arrive pas à lire les chiffres, mais voilà. Vous voyez bien qu'en fait, le tableau, il est paramétré pour 1607. Si vous n'êtes pas sur 1607 d'obligation annuelle de service, il faut d'abord aller alimenter cette donnée-là pour que les formules puissent se mettre à jour. Franchement, cet outil peut vous permettre de gérer l'annualisation de l'ensemble de vos agents de manière très simple. On a essayé de vous mettre toutes les données d'entrée possibles pour que vous puissiez l'utiliser en fonction de ce dont vous avez connaissance. Il est délibérément pas sur l'année scolaire et il ne sera jamais fait sur l'année scolaire. Donc ça, c'est aussi important. Ce n'est pas la peine d'en refaire la demande. Voilà. On ne souhaite pas qu'il soit fait sur l'année scolaire parce qu'on ne souhaite pas que vous raisonniez par année scolaire sur plein de choses. On l'a évoqué tout à l'heure, mais l'impact des congés annuels, le solde annuel de la rémunération, les départs anticipés d'agents, enfin, il y a plein de raisons de ne pas le raisonner sur l'année scolaire. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les possibilités d'entrée. Vous pouvez vous en servir
de manière individuelle pour faire le suivi du temps de travail réel de vos agents. Voilà, mes collègues y ont passé énormément de temps, mais je pense que là, on est vraiment sur une version très aboutie qui peut. Donc après, s'il y a des choses dans l'usage ou autre que vous n'arrivez pas à faire, il ne faut pas hésiter à les rappeler pour qu'ils puissent reprendre un temps avec vous pour traiter vos situations avec. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc la CASMOV, du coup, on en a reparlé. Et si je reviens là, jours de fractionnement. Alors non, les jours de fractionnement, alors il y a deux choses. Les jours de fractionnement, leur valeur en temps, ils sont liés à la quantité de travail. Par contre, si on revient sur le sujet de l'outil, lui, il va vous faire le calcul automatique. En fait, les jours de fractionnement, dans l'exemple là, ils sont déduits dès le départ. Donc, vous n'avez pas de question à vous reposer sur leur valorisation. Donc, quand vous les déduisez dès le départ de l'obligation annuelle de service, vous n'avez pas de question à vous poser. À l'inverse, imaginez un scénario où vous vous dites, moi, mes ATSEM, elles n'ont pas d'office des jours de fractionnement, donc elles vont devoir me faire 1607 heures. Vous faites vos calculs sur 1607 heures. Quand vous allez venir accorder les jours de fractionnement aux agents, il va bien falloir les valoriser en temps. Et là, pour les valoriser en temps, vous allez faire votre règle de 3. 7 heures pour un temps complet, 28/35 de 7 heures pour un agent à 28 heures. Donc, là encore, il faut faire attention de ne pas les compter deux fois. Nous, on fait le choix de partir du principe d'une obligation de service qui les inclut dès le départ en étant sur 1593 dans l'exercice. Si vous les mettez au départ, il ne faut pas les remettre une deuxième fois derrière. On est arrivé au terme des questions qu'il y avait dans la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non ? Bon, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers le conseil statutaire au besoin et bonne fin de journée.